Merci d'être venu. Je vais vous parler des spermatozoïdes. Pourquoi les testicules me tiennent-ils tant à cœur? C'est parce qu'on parle tout le temps du cancer du sein, on parle tout le temps de l'endométriose, mais les médias ne parlent pas beaucoup des testicules et de la prostate, et je voulais parler des testicules parce que selon moi le déclin est tout à fait alarmant. Voilà, le déclin est alarmant puisqu'on a perdu 60% des spermatozoïdes en 2011. Avant, le déclin était de 1% par an, maintenant il est de 2,5% par an. On est probablement actuellement à moins 70% de spermatozoïdes par rapport à 1950. Alors voici un ovule féminin et les spermatozoïdes qui arrivent pour la fécondation, mais ils sont de moins en moins costauds et de moins en moins nombreux. Alors, allons-nous vers un monde infertile? Il est évident que nos comportements et les perturbateurs endocriniens sont à l'origine de ce déclin. On a moins de spermatozoïdes, ils sont altérés, et pire, le facteur génétique s'altère. On pense que 10 à 30% des couples infertiles, c'est en raison de l'altération de l'ADN, du codage génétique dans les spermatozoïdes. Alors, la débandade, oui, donc c'est à tous les niveaux, je viens de le dire. Alors, les bourses mondiales baissent, bah oui, c'est une évidence. Faisons un peu d'historique. Dès les années 1950, on observe plus de cancer du sein, de la prostate, des testicules, les spermatozoïdes déclinent tout doucement mais sûrement. On a de plus en plus de puberté précoce. On ne comprend pas bien pourquoi, mais en 1950 déjà, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. En 1960, en aval d'une station d'épuration, on voit que les poissons mâles prennent des caractères femelles. Ils ont des ovules, bref, ils se démasculinisent. En 90, démarre la notion de perturbateur endocrinien, et c'est à ce moment-là que je m'en suis intéressé. Je suis allé à la faculté de Lille et j'ai lu beaucoup à ce sujet. Et il y a à peu près une trentaine d'années, j'ai fait une conférence sur les perturbateurs endocriniens aux médecins de la ville qui n'ont pas du tout adhéré au sujet, mais c'est la même chose que ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Donc il y a quand même plus de 40 ans qu'il y a eu une prise de conscience et il n'y a pas eu grand-chose de fait. Vous allez voir. Alors, en 2009, les biologistes alarment sur le déclin spectaculaire. Il y a eu un scepticisme général, et pourtant, il y a eu une étude danoise qui portait sur 15 000 personnes. Donc, ce n'est pas une étude sur 100 personnes, hein, c'est une étude sur 15 000 personnes qui montrait une baisse, déjà à l'époque, en 90, de 50% des spermatozoïdes. Alors, on critique la méthode, tout ça, on dit c'est pas correct. Par la suite, il y a eu 40 études qui sont venues confirmer tout ça. Donc voilà, c'est prouvé, c'est indéniable. Alors ce qui est marrant, c'est d'aller sur gouvernement.fr. Et depuis les années 90, ils disent les perturbateurs endocriniens, les molécules chimiques sont toxiques pour la santé, il va falloir réguler, et on va faire des études pour encore prouver que c'est bien ça, et on va réévaluer dans 10 ans, et il n'y a rien qui bouge. On réévalue tous les 10 ans en disant toujours les mêmes choses. Ils constatent qu'il y a un problème d'infertilité, ils constatent que ça va devenir un enjeu de société, peut-être de démographie, etc. Mais la consigne, c'est on surveille. Alors, pour l'Europe, la définition du perturbateur endocrinien, c'est une molécule qui ne doit pas entraver l'industrie chimique. En 2015, il y a un journaliste qui a fait un bouquin sur les perturbateurs endocriniens et qui dénonçait l'action évidente des lobbies pour empêcher les réglementations au niveau européen. On aurait voulu avoir une réglementation pour les perturbateurs endocriniens reconnus dangereux pour la santé, il n'y a pas moyen.
Alors, le pénis, tout ce que vous auriez aimé savoir, enfin, sans... Alors, on voit des zizi un peu rigolos. Ce qu'il faut savoir, ça c'est rare quand même, mais de plus en plus, le méa urétral, où s'écoule l'urine, devient postérieur. Des fois, il est en arrière du prépuce, des fois, il est derrière le pénis, parfois, il arrive aux bourses. On voit que la distance entre la marge anale, entre l'anus et les bourses, diminue d'année en année. On voit de plus en plus de micro-pénis qui, certes, demeurent rares, mais les hommes n'en parlent pas beaucoup. Et j'en viens au syndrome d'hygiénésie testiculaire, c'est-à-dire, c'est une association d'augmentation des cryptorchidies, les testicules qui ne descendent plus. On opère de plus en plus de cryptorchidies. D'hypospadias, c'est le trou qui est trop postérieur, je viens de vous montrer les photos. De cancer des testicules, et la qualité du sperme et la quantité qui s'est très altérée. Alors, ce sont nos modes de vie, les toxiques dans l'environnement, mais aussi, malheureusement, l'origine génétique qui va fabriquer le syndrome d'hygiénésie testiculaire pendant la grossesse, qui va avoir une action directement sur les cellules de Leydig et de Sertoli dans les testicules, et qui va, comme je disais, diminuer la quantité du sperme, cancer de testicule, hypospadias, cryptorchidie. On a quand même 2 fois plus de cancers de testicules. Et et en plus, on a des perturbateurs endocriniens qui littéralement démasculinisent les hommes. Alors, c'est sans doute le pire, c'est qu'il y a des perturbations du codage de notre corps, des perturbations épigéniques qui s'accumulent de génération en génération. Et on a prouvé que certains perturbateurs endocriniens altéraient encore la 3e génération. Donc, ça se passe de génération en génération et les altérations chromosomiques s'accumulent. Alors on parle de plus en plus des 1000 jours. Les 1000 jours, c'est 3 mois avant la conception, les 9 mois de grossesse et les 2 ans des enfants. Et c'est vraiment la période d'exposition pour les glandes hypercritiques. Alors bon, tout se passe, les 2 tiers en ce qui concerne les garçons se passent pendant la grossesse. Donc j'espère qu'on va trouver des photos chocs comme ça pour un petit peu réveiller les consciences et faire bouger les choses. Les perturbateurs endocriniens sont hyper nocifs pendant la grossesse. Les gosses en ont ras-le-bol de cette bouillie chimique. Et par exemple, prenez sur la diapo, les pesticides qu'on retrouve dans les fruits et les légumes, les métaux lourds qu'on trouve dans les vêtements, les phtalates, tout ça, ça altère le fœtus. Alors dans les maternités, ils sont gentils, ils nous font des petits flyers bien gentils, etc. Mais qui, selon moi, ne sont pas à la hauteur de l'enjeu. Alors, fertilité, une étude alerte. En fait, dans nos pays industrialisés, en Amérique, en Europe, le déclin est franc et massif. Mais aussi dans les pays en voie d'industrialisation. Par exemple, on fait fabriquer des vêtements en Inde, en Chine, au Bangladesh, ça pollue la population, ça pollue l'eau, ça pollue notre nappe phréatique. 4/5 des vêtements ou du textile qu'on achète n'est pas utilisé, on envoie ça en Afrique, on envoie des manteaux, des pulls en Afrique, car ils en ont besoin, il fait tellement froid, et ça se retrouve dans des décharges, et ça va polluer les nappes phréatiques, ils mettent ça dans les plages, ça part dans l'océan. Donc, non seulement c'est chez nous, ça c'est évident, mais en plus, on leur apporte tous nos produits infernaux, quoi. Alors, pourquoi cette telle diminution de la spermatogénèse ? Il y a l'obésité, en PMA, il lutte. Plus une personne est costaud, plus son sperme est altéré. Bon, c'est ce qu'il faut éviter, quoi. Et c'est marqué, plus simplement, plus un homme est gros, plus son sperme est pauvre. Parce qu'il y a de plus faible concentration spermatozoïde, les flagelles qui font avancer le spermatozoïde sont altérés, et il y a un grand nombre de malformations. Alors, les cellules graisseuses, elles fabriquent des oestrogènes, c'est des hormones féminines,
donc c'est pas bon pour le sperme, pour la prostate, enfin voilà. Et elle fabrique aussi une protéine de l'inflammation, la lectine, qui va directement impacter sur la testostérone, l'hormone mâle, et la spermatogénèse. Donc plus un homme est gros, plus il a un hypogonadisme. La toxicomanie, l'alcool, le tabac, la marijuana, etc. Bref, il ne faut pas trop boire, pas trop fumer. Alors, les infections sexuellement transmises. Depuis 10-15 ans, on pense que le sida n'existe plus, les gens mettent plus de capote. Donc on a une explosion des chlamydiés. C'est une bactérie qui va altérer les trompes des femmes, mais chez les hommes, ça peut aussi altérer l'épididyme, le petit conduit qui conduit les spermatozoïdes au bout du zizi. Et on parle aussi maintenant de plus en plus du papillomavirus, qui pourrait aussi esquinter les épididymes et provoquer des erreurs de codage ADN. Alors l'ordinateur sur les genoux, bah oui, la batterie elle chauffe un peu et ça fait cuire les spermatozoïdes. Qu'en est-il des ondes? On a fabriqué des caleçons anti-ondes. Ils ne sont pas très glamour pour le moment. Alors, il ne faut pas croire que c'est la proximité du téléphone qui va impacter sur la spermatogénèse. Par exemple, si on téléphone, il va avoir une activation de l'hypophyse qui va provoquer une augmentation de la LH, de la FSH, et qui va aller impacter la testostérone et donc la spermatogénèse. C'est pas que la proximité, c'est aussi en téléphonant ou... En outre, les téléphones portables sont pas bons pour le cœur, les reins, le foie, enfin, tout ça, mais voilà, ça a un impact direct sur le cerveau. Alors, toutes les ondes ne se valent pas, il y en a certaines plus toxiques que d'autres. Et on voit bien que les téléphones mobiles, on est dans le rouge, les radars, les émetteurs TV, les émetteurs radio, etc. Bon, Spartam, c'est quand même une société française qui a fabriqué des slips beaucoup plus glamour. Est-ce qu'il va falloir qu'on se promène comme ça en caleçon pour pas avoir d'iPhone et de vêtements qui frottent sur la peau et de toxiques? Voilà, c'est la question. Les perturbateurs endocriniens, alors là je vais m'y attarder. Les Suisses pensent que dans 30 ans, procréer sera un luxe. Et ils insistent sur le fait que c'est pendant la grossesse que ça se passe. Parce que les substances chimiques perturbent le développement des testicules sur plusieurs générations et pendant la grossesse. Déclin de la fertilité, alors vous voyez, on pointe le plastique, dioxine, paracétamol, en maternité, hop, dès qu'elles sont un petit peu mal, des douleurs ligamentaires, etc., on donne du paracétamol. Les études, elles sont un petit peu contradictoires, mais à mon avis, il faut quand même éviter les médicaments pendant la grossesse. Et alors paracétamol, bon c'est une étude, mais il y en a d'autres qui contredisent, mais voilà, une étude de... Bon voilà, on va passer. Alors, il y a des liens étroits entre le déclin de la fertilité et la qualité de l'environnement. Ça c'est prouvé. Quels sont les modes d'action des perturbateurs endocriniens? Effet mimétique, c'est-à-dire la molécule chimique mime l'hormone du corps. Par exemple, les pesticides, les insecticides et globalement les perturbateurs endocriniens ont une action œstrogène-like, comme les œstrogènes, comme les hormones féminines. Alors pour les garçons, vous comprenez aisément que ça pose problème. Elles ont un effet de blocage, c'est-à-dire que nous fabriquons des hormones, mais elles ne peuvent pas agir parce qu'elles sont bloquées par la substance chimique. Et globalement, en plus, le blocage se fait souvent sur la testostérone. Donc, on a beaucoup d'effets anti-androgéniques des perturbateurs endocriniens. C'est dire si les hommes souffrent, et on en parle si peu, voilà. Et après, il peut avoir un effet perturbant, c'est-à-dire que perturbation dans la synthèse de nos hormones à nous, perturbation dans le transport, etc., etc. Alors, ces perturbateurs endocriniens, ils agissent en faible dose, en entrant par voie digestive, parce qu'on mange fruits, légumes, viande, etc. Par voie respiratoire, nos environnements, on n'arrête pas de peindre les murs, on achète des meubles neufs, il y a plein de retardateurs de flammes sur les canapés, sur les rideaux, etc. Ça hyper pollue notre atmosphère.
par voie cutanée, elle a été longtemps sous-estimée, elle est complètement sous-estimée à la maternité, alors que c'est probablement une des voies majeures. Sur les flyers en maternité, on voit un petit vêtement et puis on voit 40 autres choses. C'est complètement masqué. Et surtout, et ben voilà, si vous retenez une chose aujourd'hui, c'est par le cordon ombilical et le liquide amniotique in utero. Hier, en échographie, j'ai fait 2 échos de testicules pour des hommes infertiles. Dans ma tête, je sais que les 2 tiers se sont passés pendant la grossesse de sa mère. Alors voilà, il y a une diapo qui illustre tout à fait ce qui se passe. Le poisson à gauche, là, il dit « Avant, j'étais un mâle et maintenant, je suis une femelle. » Tout est fait pour démasculiniser les hommes. Alors, les diététiciennes feraient bien de s'emparer de cette photo. Parce qu'en AMP, par exemple, les diététiciennes nous donnent un régime standard à suivre pour essayer d'améliorer la spermatogénèse. Mais il y a quand même des aliments vertueux pour les spermatozoïdes. Il ne faut pas leur dire de manger plein de viande. Non, non, non. Tous ces aliments sont vertueux pour la spermatogénèse, sauf le bol de soja, j'en parlerai plus tard. Mais il n'y a pas énormément de viande et de poisson, hein, parce que 50 grammes de protéines animales suffisent, parce qu'elles sont trop intoxiquées. Le gosse, il dit « Aïe maman, qu'est-ce que tu as bien pu manger ?» Par exemple, prenez une fraise, hein, c'est pas commode de les laver, il y a 20 produits chimiques sur une fraise. Alors les femmes enceintes qui ont des envies de fraises, hein, bon, faut qu'elles se calment. Ah oui, ils ont envie des fraises. Ils mangent des cerises. Le soja. Alors c'est devenu un truc à la mode. Par exemple, il y a une étude récente qui a prouvé qu'environ 70% des Français achetaient du soja en supermarché. Même aux enfants, on donne du soja. Le soja, c'est quoi? C'est des œstrogènes, encore des hormones féminines. C'est des phytoœstrogènes qui donnent des fausses informations à notre organisme. Et pourquoi donner des œstrogènes? Le soja, c'est les phytoœstrogènes qu'on donne à la ménopause pour atténuer les bouffées de chaleur. Et on donne ça aux enfants, aux petits garçons, enfin, stop quoi. Alors oui, maintenant c'est nouveau. Avant les vaches, elles mangeaient de l'herbe, et maintenant elles mangent du soja. On fait venir de la viande du Canada qui mange du soja à tour de bras. Alors, moi j'aime bien cette émission Cache à Investigation, Lise Lucelle et... je l'aime bien. Et on avait invité le ministre de l'écologie en lui disant, voilà la carte de France avec les insecticides, les pesticides, les produits phytosanitaires. Il n'était absolument pas au courant. Donc même dans les ministères de l'écologie, il n'y a pas... les informations essentielles n'y sont pas. Alors on a un problème, hein, c'est que les poissons ils mangent la mer, mais la mer est devenue une soupe de plastique, et du plastique des années 70-80 où il y avait des phtalates insensés. C'était œstrogène-like encore une fois, action œstrogénique. Ça s'appelle l'océan plastique, hein. Tout le monde en entend parler. Alors, est-ce qu'il faut boire de l'eau en bouteille, de l'eau du robinet, etc. Ceux qui vendent de l'eau en bouteille, ils disent oui, il faut boire de l'eau en bouteille. Ceux qui vendent des purificateurs de robinet, ils disent... Bon, alors c'est un petit peu aberrant. Les gens vont au supermarché, ils achètent de l'eau en plastique, ils bouffent du plastique, c'est nocif pour la santé. Et quand ils font leur café, quand ils font leur soupe, quand ils font cuire leurs pâtes, ils utilisent l'eau du robinet qui n'est pas purifiée. Ça me fait un petit peu rire. Donc moi personnellement je tire 5 litres d'eau du robinet, je le filtre, je mets dans des bouteilles en verre, et dans chaque bouteille en verre, je mets du charbon pour la purifier la nuit. Comme ça l'eau qu'on boit, du café, de la soupe, elle est purifiée. C'est cohérent. C'est vrai que dans l'eau du robinet, il y a des résidus d'insecticides, de pesticides. C'est pour ça que je la purifie pour toute la nuit. Bon voilà, c'est l'eau en bouteille à un constat alarmant qu'on va passer, hein, voilà. Poison dans l'eau du robinet en fonction de l'industriel qui en parle, les contaminants qui dérèglent les hormones, voilà. Bon. Alors après, je vous disais, hein, dans le temps, on mettait un papier peint, ça durait 30 ans et c'était bon. Là maintenant, les jeunes, tous les 10 ans, ils décorent leur maison, là, ils peignent, machin, tout ça. Et leur atmosphère, elle est polluée pour 10 ans. Même les peintures bio, hein, c'est pas ça. Alors, dans nos environnements, il y a des retardateurs de flamme, on change tout le temps de mobilier avec du plastique, etc. C'est vraiment, on hyperpollue nos maisons. Et puis les gens font leurs courses dans les supermarchés, alors ils achètent du Carolin, du Skip, enfin je ne vais pas donner de marque, mais enfin ils achètent plein de produits ménagers, il faut arrêter. Hein.
Tout ça, vous lavez au Carolin votre maison, elle est hyper polluée toute la journée, quoi. Tout ce qui a de l'odeur est un perturbateur endocrinien. C'est simple. Si vous lavez votre lessive à l'Ariel et que ça sent l'Ariel dans la maison, votre maison est polluée. Il faut tout laver au savon noir. Vous achetez à Jardiland, un bidon de 5 litres, 36 €, et c'est bon pour l'année. Sauf le shampoing et puis le liquide vaisselle, mais sinon, faites tout au savon noir. Voilà, c'est ce que je dis à mes femmes enceintes depuis 30 ans. Alors, oui, les insecticides, les pesticides, mais pour les cultivateurs, bon, le lymphome est reconnu comme maladie professionnelle, mais je ne comprends pas pourquoi le cancer du sein et de la prostate ne l'est pas. Parce qu'ils ne se plaignent jamais, les cultivateurs, mais ils ont beaucoup plus de cancer de la prostate et des seins. Ils se plaignent jamais. Et les gels douche, allez, on met du gel douche. Alors moi, je m'achète du Tahiti douche à la vanille pour mon anniversaire. Mais c'est pour mon anniversaire, Noël, Pâques. C'est pas tous les jours. Et entre deux, alors savon de Marseille. C'est pareil, les gens ils mettent des lotions de Saforel. Ben, moi, je donne un savon, un pain de Saforel. C'est quoi tous ces conditionnements de gel? Alors, si j'achète bio, est-ce que je suis certaine que c'est bio? Eh ben non, je reviens, j'ai soigné ma petite fille là, il n'y a pas longtemps, elle a 3 mois, elle a des lingettes bio. Bon, très bien, mais elles sentent bon. Si ça sent, il y a des perturbateurs endocriniens, c'est pas bio, quoi. C'est n'importe... Enfin, le label bio, c'est énervant, quoi, ce truc-là, quoi. Alors, bon, pour moi, le pire, c'est les vêtements. Pour moi, c'est le prochain scandale sanitaire, c'est les vêtements. Dans les vêtements, il y a plein de produits chimiques. Les colorants, en France et en Europe, c'est régulé. Mais malheureusement, en Chine, en Bangladesh, etc., ils mettent plein de colorants azoïques pour produire à bas coût. C'est interdit en Europe, c'est particulièrement dangereux, et on fait venir les draps, on fait venir les vêtements. Plus un vêtement a une couleur vive, plus il va avoir de colorants azoïques. Et plus c'est cancérigène, hein, voilà quoi. Hein. Il y a des phtalates qui sont responsables des malformations des fœtus et des baisses de fertilité, de puberté précoce. Il y a des aldéhydes qui provoquent des allergies, il y a des phénols qui posent des problèmes de féminisation des mâles et de la fertilité. Il y a des perfluorés qui agissent aussi sur l'infertilité, des phénols sur l'infertilité. Les fumarates, c'est cancérigène et ça provoque des allergies. Et les nanoparticules, tous les trucs de sport en plastique, il y a plein de nanoparticules qui sont cancérigènes. Ça migre très fort dans l'épiderme. Bref, pour moi, la toxicité des vêtements et du textile, ça sera le prochain scandale sanitaire. Et c'est pour ça qu'à la maternité, moi, quand je dis aux femmes, vous achetez du savon noir, pas de bouteille d'eau en plastique, etc. N'achetez jamais de vêtements. Bon, je vais être enceinte. Vous achetez fabriqué en Europe. Vous regardez Monoprix, vous regardez des sites, c'est pas trop cher, ou bien vous achetez sur Vinted. Mais n'achetez pas des vêtements neufs. Et la première chose qu'elles font, elles achètent des vêtements neufs et elles s'hyperpolluent. Elles hyperpolluent leurs enfants, et notamment les garçons. Et ça, c'est pas possible. Il faut que la prévention soit en préconceptionnelle. Il faut que quand elles arrêtent leur pilule, 3 mois avant, on leur donne de l'acide folique, c'est à ce moment-là qu'il faut les rencontrer, les femmes. Pas pendant la grossesse, c'est trop tard, là, c'est pas possible, quoi. Donc voilà, elles sont enceintes, elles achètent plein de vêtements neufs. Moi, je fais une dépression nerveuse, hein. Et déjà, il y a une dizaine d'années, à la Coupe du Monde de rugby, il y avait des maillots pour les sportifs de haut niveau qui étaient complètement insensés sur le plan du process de la fabrication. Alors le point j'arrive sans doute en disant ces vêtements qui tuent, mais ces vêtements qui hyperpolluent, oui. Et puis on donne ça aux enfants. Hein. Alors bref, les gosses aussi, ils en ont marre qu'on leur achète des vêtements. Hein. Dans le trousseau de naissance, il faudrait marquer coton, si possible bio, en tous les cas fabriqué en Europe. Hein, on fait un trousseau à la maternité. Voilà. Donc les gosses, ils en ont carrément marre qu'on leur achète des vêtements. Alors comment faire pour essayer de ne pas se faire empoisonner par les toxiques des vêtements? Eh bien, il faut regarder avec attention l'étiquette. Il faut essayer d'acheter
du coton, si possible bio, mais en tous les cas, vous avez bien compris, fabriqué en Europe, en Amérique, en Australie, avec des process qui ne sont pas délirants. Alors par exemple, est-ce que ce déguisement de spermatozoïde vous paraît vertueux sur le plan sanitaire? Il est blanc. C'est du lycra, donc c'est du pétrole, donc ça va hyper pénétrer dans l'épiderme. Et il coûte pas cher, donc c'est fabriqué au Bangladesh ou au Pakistan. Donc c'est tout ce qu'il faut éviter. N'achetez pas de déguisement de spermatozoïde. Alors, ça m'a beaucoup intéressé. 2050, le gaspillage. La deuxième partie parle du gaspillage, mais la première partie fait prendre véritablement conscience de tout ce qui se passe avec les vêtements. Et surtout que ça impacte les garçons. Pour une fois, une émission qui parle des garçons. Voilà. Alors, des fois sur le plan de la santé, j'ai envie de barrer 2050 et mettre 2030, quoi, parce que ça avance tellement vite. Moi, en une seule génération, quand j'étais jeune, je faisais une écho de testicules par semaine, là j'en fais 4 par jour. Alors, bon, je suis ravi, hein, mais il y a un problème, quoi. Hein. Alors, bon, je sais pas, non. Bon, on repasse, hein, vous avez bien compris que tout se passait pendant la grossesse. Hein. Alors, voilà. Vous voyez un enfant avec des jouets qui baigne dans du plastique, du lino, etc., bisphénol, le plastique, œstrogénique, etc. Il faut savoir qu'on produit 500 millions de tonnes de perturbateurs endocriniens par an. 500 millions de tonnes. C'est complètement dingue. Hein. Et que l'effet intergénérationnel a été prouvé sur la 3e génération dans cette étude-là, et il le souligne à nouveau. Alors, vous voyez sur le tableau, vous voyez que pour les glandes, hein, que ce soit les glandes mammaires, l'hypophyse, le pancréas, la thyroïde, les surrénales, le cerveau, les testicules, la prostate, les ovocytes. Alors ce qui nous intéresse ici, c'est le système reproducteur masculin. Globalement, hein, tout se passe pendant la grossesse. Hein. Donc l'adulte est la résultante de la grossesse. En ce qui concerne notre sujet, les 2 tiers se passent par la grossesse, mais les garçons, il faut encore continuer à être vigilants dans la petite enfance et à l'adolescence. Ils veulent un t-shirt Nike? Non. Voilà quoi. Il faut voir que même les marques, Lacoste, Ralph Lauren, sont fabriquées au Bangladesh, au Sri Lanka, etc. Alors là, les pesticides, ils sont partout dans la maison, hein, partout. Hein. Alors voilà les flyers qu'on trouve à la maternité. Et vous voyez, alors on voit, il nous explique bien tout ça, hein. Mais vous voyez les vêtements, la petite partie là? Là, on est à côté de la plaque, on est hors sujet, quoi. Le problème, c'est qu'il y a plein de molécules chimiques de partout, alors on les étudie une par une, mais l'effet cocktail, on ne sait pas ce que ça donne. Hein. Bref, le spermatozoïde français se fait rare. Et ouais, c'est évident, hein, on a perdu 70%. Alors on a longtemps cru que le placenta était une barrière protectrice, mais c'est pas le cas. C'est les cosmétiques, c'est les emballages, c'est les meubles, c'est les textiles, et la liste des suspects ne cesse de s'allonger. Nous baignons dans une soupe chimique, les enfants baignent dans une soupe chimique. Alors, je fais un petit aparté sur le cerveau des enfants parce que je ne peux pas faire autrement. On a une explosion de troubles du comportement chez les enfants. Alors, il y a plusieurs théories. La première théorie, c'est la thyroïde. À cause des perturbateurs endocriniens, de ce qu'on renifle et qu'il y a eu l'odeur et l'atmosphère dans les maisons, ça dysrégule la thyroïde des femmes. C'est la diapo sur la thyroïde. Ça dysrégule la thyroïde des femmes, qui va impacter directement sur le cerveau des enfants. Ça va empêcher la migration des neurones, la fabrication des neurones, la connexion des neurones. Voilà, donc le cerveau, beaucoup d'études à ce sujet. Le cerveau des enfants, alors que se passe-t-il? Voilà. Aux États-Unis, en 1975, un enfant sur 5000 avait des troubles autistiques. Et là, en quelques années plus tard,
Ah, ça n'a pas été souligné. Attendez. Bon, en 75, c'était 1 sur 5000. En 2010, on est à 1 sur 68. Syndrome autistique à la naissance. Les perturbateurs endocriniens empoisonnent notre cerveau, peut-être par le truchement de la thyroïde de la femme, mais on sait que les substances chimiques ont une appétence pour le gras. Et où est-ce qu'il y a le plus de gras dans l'organisme? Le cerveau, la moelle osseuse. Donc c'est peut-être par un autre phénomène, il y a peut-être plusieurs phénomènes, mais le constat sur le cerveau des enfants est alarmant. On a au moins 10% des naissances qui ont des dysorthographies, dysphonies, dystrucs, enfin, hyperactivité, enfin tout ça quoi. C'est en pleine explosion, hein. Je pense pire que les spermatozoïdes, mais enfin moi je fais pas d'échographie de la tête. Hein. Revenons aux spermatos, hein. Eh bien, les spermatos, ils ont besoin d'être costauds, hein, parce qu'ils ont une grande distance à parcourir. Ils doivent faire 15 à 18 cm pour arriver au but. C'est comme si vous faisiez 100 longueurs de bassin olympique. Voilà. Mais voilà, comme ils ont beaucoup de défauts sur les flagelles, ils n'arrivent pas au but. En tous les cas, ils ne sont pas assez nombreux. Les Suisses et à Cambridge, ils sont en train de fabriquer des spermatozoïdes et des ovules à partir des cellules de la peau, en raison du déclin de la fertilité. Est-ce qu'il faudra être riche pour procréer? Voilà. Et les Suisses ont fabriqué des cargos pour faire avancer les spermatozoïdes. C'est-à-dire qu'il y a la tête du spermatozoïde, le flagelle qui fait avancer. Entre deux, il y a une usine d'énergie pour qu'il ait beaucoup d'énergie. Et bien les Suisses, ils entourent une petite spirale au niveau de l'usine à énergie pour qu'ils avancent plus. Voilà où on est dans la recherche, quoi. Enfin, voilà. Bon, ça c'est les cargos. Alors, est-ce qu'il faudra toutes faire une demi-heure de poirier après avoir fait l'amour pour tomber enceinte, pour essayer d'aider les spermatos à arriver à bon port? C'est la question que je me pose. Voilà. Voilà, j'ai fait. Non mais c'est une blague. Il n'y a aucune étude qui a prouvé que ça servait à quelque chose. Mais je trouvais ça fun. Hein, voilà. Est-ce qu'il y a des trucs que vous n'avez pas compris, ou bien est-ce que vous avez des questions à poser? Enfin, ce que je veux dire, c'est que je voulais absolument que la maternité, la pédiatrie soient là, parce qu'il faut s'en occuper en antéconceptionnel avant la conception. On sait depuis les années 90. Moi, je fais le discours depuis les années 90. Je ne suis pas à la mode de mes vêtements, j'en achète pas. Mais je suis à la mode dans mon cerveau pour ça. Faut pas acheter de vêtements, hein, vraiment. Acheter. Par rapport aux vêtements, justement, pour les petits, pourquoi ne pas acheter de vêtements neufs, mais vous dites que les vêtements qui ont déjà été portés, en fait, sont moins toxiques, en fait, c'est ça? Oui, mais si vous achetez, par exemple, un body pour un enfant qui est fabriqué en Chine, après 50 lavages, il reste du cadmium, du sélénium, du plomb, du mercure, des métaux lourds, enfin... stop, quoi. Ils en peuvent plus, les gosses, quoi, ils en peuvent plus, hein. Mais à mesure des lavages, en fait, ça s'élimine un peu, alors? Ça s'élimine, ça s'atténue, mais ça ne disparaît pas. Okay. Il faut acheter en Europe. Enfin, c'est pas parce que je suis chutomie et profondément française, mais il faut acheter vraiment dans les pays industrialisés, quoi. Tout ce qui... Les pantalons et les t-shirts. Vous pouvez faire une fantaisie quand vous achetez un manteau, hein. Bon, vous pouvez lire la planète, mais pas trop votre corps, quoi, quand même. Ouais. Voilà. Et puis c'est vrai, maintenant, les machines à laver de linge sont devenues économiques. Bon, alors elles lavent bien, etc., mais elles rincent plus. Alors on bouffe du skip pendant la longueur de journée. Ah, ça c'est pas fun, hein. Prenez votre linge, vous le rincez dans le lavabo, vous allez voir toute la lessive qui arrive, quoi. Lavez au savon noir. Moi je fais ça depuis 30 ans, j'ai calculé 12 000 € d'économie. Les gens ils disent on n'a pas de sous. Ah ouais. Je dis, mais vous lavez avec quoi votre linge? Les gens vont au supermarché, ah oui, je suis obligé d'aller toutes les semaines pour l'eau en bouteille. Mais je dis, mais achetez pas de l'eau en bouteille, quoi. C'est quoi ça? Par rapport à l'eau, ils ont un comportement pas logique. Il faut purifier toute l'eau. Il vaut mieux purifier toute son eau que bouffer du plastique et pas purifier l'eau. Enfin, c'est évident, quoi. Je sais pas si vous avez des questions.
Voilà, et ça me tenait à cœur parce que vraiment on parle tout le temps d'endométriose, tout le temps du cancer du sein. Comment on va pouvoir faire pour que les médias s'emparent du sujet, que la population soit suffisamment alertée, choquée ou je sais pas, sensibilisée pour qu'elle demande au gouvernement d'agir, quoi. Je ne sais plus combien, 500 millions de tonnes de perturbateurs endocriniens fabriqués par an. Aucune réglementation européenne. Le linge qui vient de Chine, ben, c'est interdit, hein, les produits, mais ils arrivent en France. Les lobbies européens sont hyper puissants et ils s'en foutent littéralement de la santé des gens. Il y a plusieurs milliers de nouvelles molécules chimiques qui sont fabriquées, inventées tous les ans. Nous, en médecine, on fait un médicament, il faut faire 50 tests pour qu'il soit accessible sur le marché. Et eux, ben, ils font des milliers de molécules chimiques et puis on peut les consommer. C'est aberrant. Merci. Vive les hommes!